Dans cette Académie Olympia, avec ses camarades, ils lisent beaucoup de livres de physiciens et de philosophes. Et c'est la lecture de ces grands penseurs, comme il dit, qui va lui permettre de trouver la solution. Notamment les livres de Ernst Mach, le grand physicien, mathématicien et philosophe de la fin du XIXe siècle, qui remet en cause le caractère absolu de l'espace qu'utilise Newton dans sa mécanique. Et c'est cette lecture-là, avec d'autres, qui va permettre à Einstein de remettre en cause ce que les physiciens de l'époque considéraient comme absolu. « 1904 est une année charnière pour Einstein. Cette année-là naît le petit Hans Albert. Einstein promène souvent son bébé, le modeste employé du bureau des brevets n'a pas les moyens de s'offrir une nurse. Mais en incorrigible voleur de temps qu'il est, il en profite pour étudier. Alors il s'arrête dès qu'il peut pour sortir son carnet de notes et se plonger quelques minutes dans ses équations. Il a décidé de soutenir sa thèse pour la fin de l'année. Une autre bonne nouvelle, Michele Besso, son ami mathématicien, est engagé au bureau de la propriété intellectuelle. Une aubaine pour Albert. Besso, pour Einstein, c'est quelqu'un de très important. Il dit de lui qu'il est le plus grand catalyseur intellectuel de toute l'Europe. Autrement dit, Einstein va utiliser Besso comme un tennisman utilise un mur qui renvoie les balles. Il va éprouver sur lui tous les arguments, toutes les idées qui lui viennent à propos des questions qui le préoccupent à l'époque. Et Michele Besso sera d'ailleurs la seule personne qu'Einstein remerciera dans l'un de ses articles de 1905, le plus important, celui sur la relativité. 1905, la révolution est en marche. Au tout début de l'année, Einstein soutient sa thèse de doctorat à l'université de Zurich, intitulée « Une nouvelle détermination de la taille des molécules ». C'est paradoxalement en réfléchissant à la nature de la lumière qu'Einstein a résolu une grande énigme de la physique que l'on appelle le mouvement brownien. Ce phénomène a été décrit par Robert Brown en 1827. Robert Brown, donc au XIXe siècle, est un botaniste. Et alors, il va dans la nature, les botanistes vont dans la nature, ils regardent, bon. Et puis, à un moment, il tombe sur une pierre dans laquelle il y a une inclusion. Et là-dedans, il y a de la flotte, parce que quand les pierres se forment, elles peuvent emprisonner des liquides. Et dans cette inclusion, il y a des grains de pollen. Là, jusqu'à présent, c'est pas très extraordinaire. Simplement, ces grains de pollen sont en train de bouger. Alors ça, c'est tout à fait anormal. Parce que s'il est dans un caillou, ça veut dire que ça fait des années et des années et des années. Quand je dis des années, ça se compte plutôt par millions. Hein. Alors là, il n'y a pas de vivant qui subsiste. Le grain de pollen, il est mort. Comment se fait-il que ce grain de pollen bouge? Alors c'est ça, le mouvement brownien. Une goutte d'encre tombe dans un liquide. Progressivement, l'encre se dilue du fait de l'agitation permanente de certaines particules. C'est le mouvement brownien. Depuis près de 80 ans, aucun physicien n'en a percé son secret. Einstein, il s'y intéresse pas tellement, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand il a commencé en 1901 à travailler sur la capillarité, une de ses idées, c'était l'existence des molécules. C'est-à-dire, dans un verre d'eau, les molécules, ça serait comme des boules de billard, on les imagine qui se cogneraient dans tous les sens. C'est déjà ce que Boltzmann avait imaginé pour les gaz. Donc Einstein se dit, mais pour les liquides, est-ce que c'est pareil? Ah, mais alors attendez, imaginez un grain de pollen, un tout petit grain de pollen. Il est dans l'eau. Il y a donc des molécules d'eau qui vont le cogner par ici. Alors s'il y en a plus qui tape là, il recule. Bon. Puis au moment d'après, s'il y en a plus qui tape là, il avance comme ça, pong, 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 pong. Ça fait une sorte de zigzag. Et ce zigzag, c'est ça le mouvement brownien. Alors, il se trouve que le calcul d'Einstein permet de décrire ce mouvement. Et il arrive, comme ça, à une prévision de la taille des molécules. C'est un événement considérable dans la physique, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut dire « les molécules existent, nous connaissons leur taille ». Au printemps 1905, Einstein propose sa thèse sur la détermination de la taille des molécules, accompagnée d'un autre article en vue d'une publication à la revue Annalen der Physik. Cette fois, il s'attaque à la nature de la lumière. Dans ce début du XXe siècle, tous les physiciens sont persuadés que la nature de la lumière est ondulatoire. Et l'argument qui était avancé, c'était le fait que la lumière est capable de faire ce qu'on appelle des interférences.
un peu comme les vagues à la surface de l'eau sont capables de s'ajouter, de se combiner pour faire des grosses vagues ou bien des vagues négatives. Et la lumière semble avoir cette propriété. L'article d'Einstein sur la lumière s'intitule « Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». On dirait en langage plus actuel une façon d'envisager le problème de la production et de la transformation de la lumière. Einstein tire un trait finalement sur le caractère ondulatoire de la lumière pour proposer une démarche alternative, et c'est en cela qu'il appelle heuristique, dans laquelle la lumière est maintenant constituée de grains élémentaires, de particules qu'ils appelaient à l'époque les quanta et qu'on appelle maintenant, nous, simplement les photons. La démarche d'Einstein est vraiment révolutionnaire en ce sens qu'il introduit un concept qui est totalement différent. Il y a une énorme différence entre une onde bien régulière et puis un faisceau lumineux constitué de particules élémentaires, ces grains élémentaires, ces photons ou quanta à l'époque. D'après Einstein, la théorie qu'il propose aux annales est susceptible d'être vérifiée par l'effet photoélectrique. Einstein explique l'effet photoélectrique précisément de cette façon, en supposant que ces grains de lumière, ceux qui correspondent à la lumière bleue, ont suffisamment d'énergie pour exciter les atomes du métal. D'où la production de courant électrique et l'arrachage des électrons. Les grains de lumière qui ont une énergie trop faible, qui correspondent à la couleur rouge, eh bien ces grains de lumière n'ont pas assez d'énergie et ne peuvent pas exciter les atomes du métal et arracher les électrons du métal. C'est ça l'effet photoélectrique qu'Einstein explique magnifiquement dans son papier de 1905. Einstein met les pieds dans le plat en disant il faut, pour comprendre l'effet photoélectrique, renoncer à l'image que nous avons tous de la lumière. J'ai conscience de faire là quelque chose de scandaleux, mais je ne vois pas d'autre échappatoire. Non content de bouleverser les acquis théoriques de la lumière, Einstein enfonce le clou. En 1900, Max Planck a selon lui formulé ces équations sans admettre la réalité physique qu'elles recouvraient. Tout indiquait à Planck la véritable nature de cette lumière. Il lui restait un pas à franchir qu'il n'a pas fait. Or, Max Planck, en plus d'être un savant mondialement reconnu, est le directeur de publication des Annales de la physique. Devant le caractère scandaleux de l'article, il est en droit de demander des modifications, voire de s'opposer à sa publication. Planck réagit très bien. Il comprend toute l'importance, en fait, de la contribution d'Einstein, bien que cette contribution lui révèle un petit peu qu'il aurait pu aller lui-même au-delà de sa théorie, mais il y a eu une charnière, c'est l'esprit révolutionnaire d'Einstein, disons sans limite, sans borne, qui lui a permis de franchir le pas que Planck n'avait pas osé faire, entre guillemets. Planck accepte le papier d'Einstein, bien qu'Einstein ne soit pas connu, bien qu'il n'ait pas de poste universitaire, il n'est pas membre de l'académie, et il est complètement inconnu, outsider, comme on dirait aujourd'hui. Et Planck reconnaît que les arguments d'Einstein méritent d'être discutés et donc accepte que le papier d'Einstein soit publié. En laissant paraître l'article d'Einstein, Planck fait preuve d'une audace incroyable. Il apporte sa caution scientifique indispensable à une théorie qui n'est encore qu'une hypothèse. De ce coup de pouce va naître entre les deux hommes une complicité qui ne se démentira plus jamais. Ces deux premières découvertes fondamentales posent d'emblée la question « Comment pense Einstein ?» Claude Cohen-Tanucci, prix Nobel de physique 1997, nous l'explique. Le mot génie à son sujet n'est pas exagéré. C'est quelqu'un qui avait une capacité intellectuelle, une capacité d'abstraction et de compréhension qui était tout à fait exceptionnelle. Quand il a échafaudé une théorie ou un schéma explicatif, il imaginait de ce qu'on appelle des expériences de pensée. Ce sont des expériences qui sont à une époque donnée au-delà de nos possibilités techniques, qui sont trop difficiles à faire. Par exemple, à l'époque, il était impossible d'observer un seul atome ou un seul électron. Mais on peut toujours imaginer qu'on va faire cette expérience, et en analysant cette expérience au moyen des grands principes dont on dispose à l'époque, on peut essayer de faire des prédictions et de voir si on n'aboutit pas à des contradictions. Et ce schéma des expériences de pensée est extrêmement utile parce qu'il permet de
tester la solidité d'une explication théorique. Il essaye de voir si cette explication théorique qu'on essaye de proposer n'aboutit pas à des contradictions. Et si elle aboutit à des contradictions, bien sûr, il faut l'éliminer. Donc c'était pour lui un guide sûr pour tester la validité d'une explication. Il a vraiment systématisé cette démarche intellectuelle. Il en a montré toute la puissance et toute la fécondité. Mai 1905, Einstein écrit à son ami Konrad Habicht. La lettre commence comme cela. « Que faites-vous donc, espèce de baleine congelée? Morceau d'âme fumé, séché et mis en conserve ou je ne sais quoi d'autre encore? Pourquoi ne m'avez-vous pas fait parvenir votre thèse? Je vous promets en échange 4 de mes travaux. Le premier traite de la nature de la lumière, il est très révolutionnaire. Le second de l'explication du mouvement brownien, le troisième parle de la taille et de l'existence des atomes. Enfin, le quatrième est disponible sous forme de brouillon. Il traite d'une électrodynamique des corps en mouvement, établie à l'aide d'une modification de la théorie de l'espace et du temps. » Einstein est quelqu'un qui a de l'humour, notamment quand il s'adresse à ses collègues de l'Académie Olympia. Donc il écrit une lettre à Habicht pleine d'humour, où il utilise des termes assez étranges pour qualifier son camarade. Et il lui annonce qu'il est en train d'écrire des articles révolutionnaires, il le dit lui-même, il a conscience que des choses importantes vont se passer. Il va formuler une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Cette nouvelle théorie paraît en juin 1905. C'est l'article le plus important des 4. On a coutume de l'appeler la théorie de la relativité restreinte. À l'heure actuelle, certains détracteurs d'Einstein attribuent la paternité de cette théorie au mathématicien français Henri Poincaré. Poincaré a publié en 1902 un livre très important qui s'appelle La science et l'hypothèse.